Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la dernière équipe du World Tour. Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Il va y avoir les équipes de Pro Team juste après, dont on fera la présentation. Et puis, il y aura toutes les équipes de Continental françaises. Donc, on a encore énormément de vidéos à passer ensemble du côté du cyclisme. Puis, bon, après, il y a la saison qui se lancera. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2024. On fera des coureurs à suivre. Ça sera un petit peu différent des autres équipes du côté des coureurs à suivre. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et en ce moment, il y a beaucoup de contenu. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, comme ça je sais si vous avez aimé ou non la vidéo. Si vous avez raté, parce que les notifications YouTube, parfois c'est aléatoire, certaines équipes, n'hésitez pas à aller voir directement dans la playlist. Donc il y a une playlist réservée aux équipes du World Tour, il y a une playlist qui contient toutes les vidéos dans leur intégralité. Vous pouvez aller voir, c'est même une playlist un peu spéciale, c'est ces fameuses playlists podcast, c'est-à-dire que vous pouvez, je crois, même normalement les écouter juste en audio. Je ne sais pas si ça marche parce que j'ai jamais essayé, pour tout vous dire. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette équipe UAE Team Emirates. C'est le plus gros budget aujourd'hui du World Tour. On est entre 55 et 60 millions d'euros selon Pro Cycling UK, au moins ce budget-là. Et puis je pense qu'on a décidé d'en remettre un peu sur la table. C'est pas que la saison 2023 a été ratée, loin de là. Il y a juste un objectif qui n'a pas été rempli. C'est de remporter un des 3 grands tours. Parce que c'est vrai que UAE n'a pas gagné le grand tour l'année dernière, vu que Jumbo a tout raflé sur son passage. Or, malgré tout, la saison 2023, elle est loin d'être ratée. Très clairement, avec du Pogačar, qui a été encore ultra dominateur, qui a failli faire le triplé sur les classiques ardennaises, dommage la chute sur Liège. On a également une nouvelle victoire de Pogačar sur le Tour de Lombardie, sur le Tour des Flandres. Donc je rappelle quand même qu'il a remporté 2 monuments cette année, Tadej Pogačar. Victoire également sur le Delander avec Jevine, notamment sur les courses par étapes. Il y a le Grand Prix de Montréal remporté par Adam Yates. 2 coureurs sur le podium du Tour de France avec Pogačar et Adam Yates également. Des victoires d'étape sur le Tour de France, mais également sur le Tour d'Espagne avec Molano et sur le Giro avec Almeida notamment. Voilà, c'est une équipe qui gagne un petit peu tout sur son passage. Voilà, c'est l'ultra domination. C'est l'équipe qui a fini première au classement UCI sur l'année 2023 avec 17 319 points. Autant vous dire qu'ils ont pas encore totalement validé la qualif. J'avais dit la qualif allait tourner aux alentours de 23 000, 24 000 points pour 3 ans. Ils en sont déjà pas loin. C'est-à-dire que l'année prochaine, ils seront déjà qualifiés pour le World Tour. Ils pourront déjà faire une année à zéro. Ça sera pas un problème pour UAE Team Emirates. Une équipe phénoménale. Phénoménale en termes de résultats, mais en même temps, c'est avec Jumbo le plus gros effectif en termes de qualité. Il y a énormément de leaders, il y a énormément de coureurs qui pourraient être leaders dans d'autres formations. Je pense à McNulty par exemple, on pourrait penser à Almeida, même un Covey. On pourrait penser à ces coureurs-là qui pourraient être leaders. Ce qui est la force, je trouve, de cette formation, c'est d'avoir réussi à ce que tous les leaders à peu près s'entendent. C'est-à-dire que contrairement à d'autres formations où c'est un petit peu compliqué de ce côté-là, par exemple quand Almeida et Ayuso sont ensemble, ils se marchent pas dessus. Quand Pogačar et Almeida sont ensemble, ils se marchent pas dessus. Donc je dirais que c'est quand même intéressant. Adam Yates et Pogačar, ça s'est tout de suite bien passé. Donc c'est vraiment une équipe où on s'entend quand même plutôt pas mal. Et c'est la force de cette formation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs où on se dit ils pourraient être dans d'autres formations. Et ils ont peut-être plutôt choisi le chèque plutôt que des grands résultats. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Parce que là, on a, je pense, rarement eu dans le monde du cyclisme
autant de concentration de coureurs qui pourraient être leaders dans deux formations. C'est-à-dire que ça soit chez Jumbo et chez UAE, j'ai pas souvenir dans le passé d'avoir une concentration comme ça d'autant de coureurs talentueux dans deux équipes. C'est-à-dire autant de coureurs qui pourraient être leaders dans d'autres équipes. Parce que la T-Mobile, il n'y avait pas autant de leaders. Je pense à US Postal, à la ONCE dans les années 2000. Même l'US Postal, il y avait Eras Armstrong, mais il n'y avait pas Eras Armstrong plus Jan Ullrich, par exemple. Chez T-Mobile, il y avait Vinokourov et Ullrich, mais il y avait Clauden. Mais souvent, en plus, Clauden faisait les mêmes courses que Vino. Il n'y avait pas non plus Clauden, Quintana, Levi Leipheimer, Lance Armstrong, enfin, tous ces coureurs-là. Valverde dans la même équipe. Là, ce qui est assez exceptionnel, enfin assez exceptionnel, je ne sais pas si exceptionnel est le bon terme, mais assez étonnant, c'est qu'on ait autant de concentration sur deux équipes de leaders. Il y a eu Sky, mais même Sky n'a jamais eu, je pense, autant de coureurs leaders dans son équipe. Là, chez UAE, chez Jumbo, c'est quand même phénoménal le nombre de grimpeurs qui pourraient être totalement leaders dans d'autres équipes. Et c'est là où tu te dis, c'est presque un peu triste pour certains de ces coureurs-là, qui pourraient avoir un statut un peu plus important, mais encore une fois, le choix du chèque plutôt que le choix de l'héritage pour l'après-carrière. Encore une fois, je le dis souvent, mais il y a des coureurs dont on ne se souviendra pas, et pourtant ils étaient peut-être plus talentueux que certains coureurs dont on se souvient, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas tombés toujours dans les bonnes équipes. Mais c'est aussi un choix de tomber dans les bonnes équipes. On va revenir sur les victoires. 57 victoires pour cette formation. Ça a commencé dès le premier jour de course avec Jevine sur le contre-la-montre des championnats d'Australie. Il remportait également donc le Down Under, Jevine. Pogačar qui commençait très bien sa saison avec la victoire sur la Rhein-Pariser intérieure. Diego Ulissi remportait la 4e étape du Tour de Man. Pogačar remportait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 4 et le général du Tour d'Andalousie. Tim Wellens remportait quant à lui l'étape numéro 3. Sur l'UAE Tour, Juan Sebastián Molano remportait l'étape 4, Adam Yates l'étape 7. Sur Paris-Nice, étape 4, 7, 8 et le général pour Tadej Pogačar devant David Gaudu. Sur le Grand Prix de Denain, c'était victoire de Molano. Tour des Flandres, victoire de Pogačar. Finn Fischer-Black remportait la première étape du Tour de Sicile. Sur l'Amstel, victoire de Tadej Pogačar comme sur la Flèche Wallonne. Juan Ayuso remportait le contre-la-montre du Tour de Romandie lors de la 3e étape et Adam Yates remportait la 4e étape et le classement général. Marc Hirschi remportait le général et la 3e étape du Tour de Hongrie. Sur le Tour d'Italie, 11e étape remportée par Ackermann, 15e étape remportée par McNulty, 16e étape remportée par Almeida. Ivo Oliveira remportait le prologue des boucles de la Mayenne. Le Giro della Penigno était remporté par Marc Hirschi. Michael Berg remportait le contre-la-montre du Dauphiné. Sur le Tour de Suisse, l'étape 5 et l'étape 8 étaient remportées par Juan Ayuso. Le championnat de Slovénie du contre-la-montre était remporté par Pogačar comme la course en ligne. Les championnats de Suisse sur route en course en ligne étaient remportés par Marc Hirschi. Le championnat du Portugal par Ivo Oliveira. Et puis le championnat du contre-la-montre des États-Unis était remporté par Brandon McNulty. Et le championnat du Portugal du contre-la-montre était remporté par Joao Almeida. La première étape du Tour de France était remportée par Adam Yates, alors que la première étape du Tour d'Autriche était remportée par Pascal Ackermann. Tadej Pogačar remportait l'étape 6 et l'étape 20 du Tour de France. La Preba Villafranca était remportée par Marc Hirschi. Raphaël Majka remportait la 3e étape du Tour de Pologne. La première étape du Tour de Burgos était remportée par Juan Sebastián Molano qui a remporté également la 12e étape du Tour d'Espagne. Tim Wellens remportait le René Houy Tour. Le Grand Prix cycliste de Montréal était remporté par Adam Yates. Marc Hirschi remportait la 50e victoire de l'équipe sur l'année avec la Coppa Sabatini. Serge Bax remportait le trophée au Matteotti. Marc Hirschi remportait le général du Tour du Luxembourg. Davide Formolo remportait la Coppa Agostini. Tadej Pogačar du Tour de Lombardie. La 7e étape du Tour de Turquie était remportée par Jevine. Davide Formolo remportait la Veneto Classic. Et la 5e étape du Great Tour of Ghanzi était également remportée par Molano. On s'aperçoit quand même que Pogačar a amené énormément de victoires dans l'équipe, comme Molano, qu'il ne faut pas sous-estimer également.
Et puis sinon, il y en a quand même quelques-uns qui sont répartis des victoires. Mais c'est vrai que si tu enlèves les victoires de Pogacar et les victoires de Molano, il doit y avoir 5 ou 6 victoires de Molano. C'est sûr que tu perds quand même déjà pas mal de victoires au niveau de ta saison. 57 victoires sur l'année. C'est un record pour la structure qui existe depuis 99. Je rappelle qu'avant elle s'appelait Lamprey, qui a eu le nom de Lamprey jusqu'en 2016. Et c'est un record de 57 victoires en 2022, qui était le précédent record. On était à 48 victoires sur la saison. On poursuit avec les transferts. Pas mal de départs quand même dans cette équipe, 7 départs pour s'y arriver. Parmi les départs, un départ à la retraite, c'est Jan Polanc pour des soucis physiques. 2 coureurs rejoignent Israël, c'est Pascal Ackermann et Georges Bennett. Un coureur rejoint la Tudor, c'est Trentin. David Formelo rejoint Movistar, Ryan Gibbons la Lidl Trek. Et Félix Gross rejoint Radnet Opsval de Félix Gross, qui n'a pas été très en réussite chez UAE. Stagiaire à partir de 2021, coureur de 2022 à 2023. 12e de la première étape du Tour de Hongrie cette année, pour un coureur qui n'a fait que 20 jours de course. Et en 2022, c'était pas fifou non plus en termes de résultats, et avec seulement 38 jours de course également. Coureur qui court très peu, 11 jours en 2021. En 2020, c'était 7 jours. Donc voilà, c'est un coureur qui fait pas des très très grandes saisons. Le coureur allemand, et donc qui rejoint une équipe continentale pour l'année prochaine. Parmi les arrivées dans cette formation, Pavel Sivakov qui vient d'Ineos. On retrouve également Nils Politt qui était à la Bora, un peu dégagé de la Bora, il faut bien le dire. La Lidl Trek avait Filippo Baroncini. Igor Arrieta vient de l'équipe Kern Pharma. Antonio Morgado de Hagens Berman Axeon, et lui, c'est un crack. Et puis, on a également un deuxième crack avec Isaac Del Toro, qui était chez AR Monex Pro Cycling Team. Donc, une équipe de Saint-Marin. Voilà. Qui est un club, en fait. C'est marqué Pro Cycling Team, mais c'est un club. Avec Luca Scarponi. Je ne sais pas si c'est de la même famille que Michele. Luca Scarponi, je ne pense pas, mais bon, c'est pas marqué. Et voilà, une équipe avec beaucoup de jeunes coureurs, une équipe de formation tout simplement, avec des coureurs qui ont entre 19 et 20 ans dans cette équipe qui pour l'instant n'est pas marquée comme repartant pour 2024. On regarde donc l'effectif. Un effectif tellement solide, cet effectif de la UAE. Vous avez 30 coureurs dans cet effectif. Le plus jeune, c'est Jan Christian, qui a 19 ans et 198 jours au 10 janvier. Vegard Steke Langen est le plus âgé à 34 ans. Et ils ne sont que 8 à avoir 30 ans ou plus. Grosschaffner, Marc Solé, Adam Yates, Michael Vink, Tim Willens, Maïka et Ulissi. Donc, et puis il y en a quand même pas mal dans toute cette liste qui ont 30 ou 31 ans. Et puis parmi les coureurs qui ont moins de 25 ans, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont seulement 7 avec Filippo Baroncini, Finn Fisher Black, Ayuso, Arrieta, Del Toro, Morgado, Christian. Quand on regarde cet effectif, on se dit qu'on a encore réussi à récupérer des gros cracks. Comme Jumbo aussi, qu'on a réussi à garder toutes ces stars. On n'a perdu personne, c'est-à-dire qu'on a toujours les 3 leaders, Almeida avec Pogacar et avec Ayuso, qu'on a réussi à garder Molano, même si on a perdu Ackermann, mais bon, on a 2 gros cracks chez les jeunes, c'est Del Toro, Morgado, en plus d'un champion du monde espoir comme Baroncini ou d'un Finn Fisher Black, qui sont également des coureurs très intéressants, qu'on a récupéré Sivakov dans l'empilade de coureurs bons en montagne. Et puis pour les classiques, on a Nils Politt. On verra si l'Allemand arrive à se relancer dans cette formation. Ça sera la grande interrogation. En fait, on a perdu Formolo, qui ces dernières années était quand même assez peu utilisé, il faut bien le dire, dans tous ces transferts. Un coureur intéressant. Polanc, qui a pris sa retraite.
Ouais, pour moi c'est formolo, parce que même George Bennett, on le voyait quand même plus beaucoup, et on a réussi à très bien compenser ces départs-là. Donc c'est une équipe qui va encore être très visible du côté du World Tour. Alors du côté des coureurs à suivre, j'ai fait un peu différent des autres vidéos, parce que je me suis dit, si je fais toutes les têtes d'affiche de l'équipe, déjà ça va être compliqué d'en choisir que 6. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire de Pogacar? Qu'est-ce que je vais dire d'Almeida? Qu'est-ce que je vais dire de certains coureurs? Pas grand-chose à dire. Donc je me suis plutôt intéressé à des coureurs où j'avais pas mal de choses à dire. Donc j'en ai pris 6, qui ne sont pas forcément les têtes d'affiche, mais qui sont des coureurs qui, je pense, peuvent avoir une saison 2024 ou intéressante, où il y aura besoin de changement. On commence avec l'un des gros cracks, c'est Isaac Del Toro. 20 ans, le Mexicain qui a remporté le Tour de l'Avenir, tout simplement, cette année. Troisième du Tour de la Vallée d'Aoste également. Qui faisait partie des cracks qui n'avaient pas été repérés. Ça faisait partie des coureurs qui n'étaient pas forcément dans les shortlists des différentes équipes. Donc quand il a remporté le Tour de l'Avenir, tout le monde s'est un peu se précipité dessus. Et ce petit jeu-là, c'est UAE qui a fait la meilleure offre, je pense. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va avoir le temps de progresser, que UAE a quand même montré son talent pour former des jeunes coureurs, quand on voit ce que fait Juan Ayuso par exemple. Donc c'est une équipe qui sait faire avec les jeunes coureurs. La première saison, je pense qu'on va essayer de le protéger un petit peu. On va peut-être pas le mettre sur les plus grosses courses du calendrier à 20 ans, mais il va commencer dès le Tour de Lander le 16 janvier. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'il est capable de faire, parce que c'est un coureur qui est excellent grimpeur. Puis peut-être qu'en allant chez UAE, il va peut-être travailler certains poids forts et progresser dans certains domaines. Contrat de 3 ans, ça veut dire aussi qu'on mise sur lui quand même un petit peu chez UAE pour les années à venir. Autre coureur intéressant qui est dans sa dernière année de contrat, et c'est pour ça que c'est un coureur qui est intéressant. C'est le vainqueur de la Flèche Wallonne 2020, Marc Hirschi. On ne peut pas dire que son passage chez UAE ait été ultra réussi. C'est pas catastrophique de la part de Marc Hirschi, encore une fois, mais on se dit que dans d'autres équipes, il aurait eu un meilleur statut. C'est quand même un coureur qui n'a fait que 3 grands tours dans sa carrière, seulement 3 Tours de France. Il arrive à 25 ans, il aura même 26 à la fin de saison. Pour moi, il doit changer d'équipe, Marc Hirschi. Il doit changer d'équipe parce que il est barré par Pogacar, tout simplement. Il est bloqué par Tadej Pogacar et on le voit, il est obligé de servir d'équipier, alors que c'est un coureur qui pourrait être leader sur les semi-classiques italiennes. Cette année, il fait 2e de la Veneto Classique, 3e du Giro del Veneto, 2e de Grande Piemonte, 4e de la Coppa Bernocchi, le GP Blanco, ça c'était le 2 octobre. Le Giro del Brianze, il fait 2e. 19e du Tour de Lombardie, où il fait quand même du travail pour son leader. Vainqueur du Tour du Luxembourg également. Vainqueur de la Coppa Sabatini en partant en échappée à 50 km de l'arrivée. Il y a des résultats sur son année, sur des courses d'un jour principalement. Il a remporté quand même 2 courses par étape, le Tour de Hongrie, le Tour du Luxembourg. C'est pas une mauvaise saison, c'est, je dirais même, sa saison la plus réussie depuis qu'il est chez UAE par rapport aux 2 années précédentes où ça avait été un petit peu compliqué, il faut bien le dire. Mais s'il veut avoir un statut de leader, un statut de leader qu'il mériterait, il va falloir qu'il change de formation. Et autant dire que pour changer de formation, il y a pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées par le profil de Marc Hirschi. Pourquoi pas Tudor, par exemple, l'équipe suisse. Pourquoi pas également des équipes du World Tour. Needle Trek, par exemple, pourrait être très intéressé par un profil à la Marc Hirschi. Parce que des punchers, ils en ont pas 150. Donc c'est un coureur qui va se montrer, je pense, en 2024, qui doit se montrer en 2024 sur les courses d'un jour. Et puis, c'est quand même un coureur qui, je pense, veut revenir sur un grand tour. On verra s'il aura la place ou pas, Marc Hirschi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident dans l'énorme collectif aujourd'hui de cette formation UAE. Mais je pense que voilà, c'est un coureur qui aura envie de vraiment se montrer dans les jours et dans les semaines à venir, et notamment sur les grandes classiques. Pavel Sivakov, lui, il entame un nouveau cycle. Après Ineos, il rejoint UAE. Il y a eu des gros désaccords avec Ineos, notamment sur cette fin de saison,
où lui, il voulait faire le Tour d'Espagne et on lui a dit bah, tu feras pas le Tour d'Espagne. Je m'attendais quand même à ce qu'il aille peut-être dans une équipe française, à ce qu'il aille dans une équipe où il aurait eu un statut de leader. J'étais assez surpris, pour tout vous dire, de le voir aller chez UAE parce que bah, il se retrouve dans la même situation que chez Sky. C'est pas le leader numéro 1 de l'équipe. Donc certes, il va être équipier de Pogacar. Est-ce que ça sera déjà l'équipier numéro 1 de Pogacar? Ça, c'est pas sûr. Parce que face à Adam Yates, je sais pas si ça sera l'équipier numéro 1. Et en plus, le voir partir sur un contrat de 3 ans, j'ai été aussi très surpris. Parce que pour moi, bah, pourquoi aller dans cette formation alors que tu sais que tu vas te faire barrer la route, que tu n'auras pas le statut de leader. Et j'avais l'impression qu'il avait plutôt envie, de ce que j'ai compris dans ses propos, d'avoir un statut de leader. Donc j'ai eu du mal à comprendre quand même son changement d'équipe. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il aille dans une équipe française ou ce qu'il aille dans une autre formation en fait que UAE et Jumbo. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il aille dans des formations enfin, avec moins de leaders, moins de concurrence. Tu vois, j'aurais même compris qu'il aille chez Bora, peut-être un peu plus, ou qu'il aille. Encore une fois, moi je me disais qu'il allait aller, pourquoi pas chez Movistar. On savait qu'il y avait pas mal de changements chez Movistar. Là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il va chez UAE où il n'aura pas un statut de leader. Donc il va certainement retrouver les mêmes problèmes qu'il avait chez Ineos. Je trouve ça un peu triste. Voilà. Surtout qu'il a 26 ans. À la fin de son contrat avec UAE, il en aura 29. 29, sans avoir eu forcément un statut de leader, c'est un peu tristoun. Quand tu vois qu'en plus, il y a des formations, DSM par exemple, ils avaient envie, je pense, de recruter un gros leader. Donc je me dis que c'est un peu triste et un petit peu dommage, voilà, du côté de Pavel Sivakov. Il y avait peut-être d'autres équipes où il fallait aller. Coureur qui a un contrat jusqu'en 2027, c'est l'Américain Brandon McNulty. Lui aussi, il a un statut qui est difficile parce qu'il se fait quand même souvent barrer la route. L'Américain, qui pourrait être leader dans plein de formations aussi, McNulty, qui a commencé chez Riley Cycling, c'est moi là où je l'ai découvert, c'est sur un Tour de Sicile, l'édition 2019 du Tour de Sicile où il avait fait une démonstration sur un échappé. Il rejoint donc UAE, sauf qu'aujourd'hui, bah, son statut chez UAE, c'est d'être équipier. Et je suis même en train de me dire, est-ce qu'il aura la possibilité de participer à un grand tour cette année? C'est pas fait. Quand tu vois bah, les mecs qu'il y a autour de Pogacar. Alors, c'est fou parce que bon, moi je me disais, McNulty, peut-être que, tu vois, quand j'ai lu l'interview ce matin, une interview d'un des dirigeants du AE, je me disais, bon, McNulty, tu vois, je pense qu'ils vont dire, oh bah, c'est plus forcément notre priorité, si une équipe le veut, on peut le donner. Et en fait, non, ils ont encore beaucoup d'objectifs avec McNulty. J'étais assez surpris de ça, parce que je me disais, bon, McNulty, ça fait plus partie des coureurs prioritaires chez UAE. Et ben non, ils ont encore beaucoup d'objectifs avec lui. Donc on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que, en plus avec l'arrivée de Morgado, ça n'a pas été évident pour McNulty. Donc je me dis, c'est une année où il faut qu'il se montre. En plus, il a 25 ans, il est plus si jeune que ça, McNulty. C'est vrai que ça fait depuis... Les résultats sont au progrès, mais moi je m'attendais à une chouille mieux quand même pour McNulty, notamment sur les grands tours. Morgado, lui c'est un crack. Lui c'est un crack, pourquoi? Parce que déjà il a fait une saison qui était pas mauvaise en espoir, ce qui n'est pas toujours facile quand tu passes de junior à espoir, parce que si tu compares à Emil Herzog qui lui est devenu champion du monde, bah, les résultats ont été moins bons. Vainqueur notamment du Tour de Rhodes, vainqueur également d'une étape sur l'Orlen Nation Grand Prix, champion du Portugal également, U23 du contre-la-montre. Alors, il s'est un peu planté sur le Tour de l'Avenir. Voilà, c'est vrai que je m'attendais à un petit peu mieux, il y avait des étapes qui pouvaient lui convenir. Lui, c'est un mec de classique. C'est un mec de classique. La manière dont il fait deuxième au championnat du monde, c'est impressionnant parce qu'il attaque énormément. C'est un coureur qui est très endurant. Et pour moi, c'est un mec de classique. C'était prévu qu'il rejoigne UAE après son titre de vice-champion du monde. Donc voilà, c'était vraiment prévu. Et quand tu vois les résultats, bah, 6e du Orlen Nation Grand Prix au classement général, 4e du Circuit des Ardennes également, 13e de la Volta Limbourg Classique. C'est plutôt des résultats intéressants, surtout que la Volta Limbourg Classique, c'était quand même assez costaud.
Deuxième en Écosse, du côté des championnats du monde espoir derrière Axel Laurence. Donc ça montre qu'il a bien franchi le cap. Et pour moi, c'est un vrai coureur de classique. Ardennaise, j'irais plus que flandrienne, mais moi j'aimerais bien voir quand même ce que ça donne sur les flandriennes Morgado. Mais c'est un coureur qui a un profil très intéressant, né en 2004. 20 ans dans quelques jours, Morgado. Et puis Odeg, Hodge, c'est sa dernière année de contrat. Il a eu une année 2023 très compliquée. 2022, il n'a pas couru. Voilà, parce qu'il s'est blessé. 2023, il a assez peu couru. Il a fait que 34 jours. J'espère revoir Hodge, Odeg, on ne sait jamais comment on doit le dire, aux avant-postes parce que c'est un super sprinter quand il était. C'était un sprinter intéressant quand il était chez De Koninck. Déjà, ses dernières saisons chez De Koninck, la saison 2020, avait pas été folle, 2020-2021, chez De Koninck, où il avait eu un rôle d'équipier pour Cavendish, mais c'était pas un poisson pilote. Pour moi, c'est un sprinter numéro 1. Et je me souviens qu'il avait eu des très bons résultats dans ses premières années. Donc j'aimerais bien revoir Odeg à un bon niveau. Mais bon, c'est pas facile. Il a eu quand même une grosse blessure, mais c'est un petit peu comme chez EF, j'ai oublié, comme Valgren, pardon, chez EF. C'est un coureur qu'on attend de revoir au top. On regarde tout de suite le maillot 2024 de la UAE. On perd les manches noires. Sinon, le maillot voilà, est maintenant d'un blanc immaculé, mais on perd les manches noires. Alors, j'ai envie de dire, au départ, bon, je disais, au niveau de l'identité de l'équipe, c'est vrai qu'on perd un peu l'identité de l'équipe. Je suis toujours d'accord là-dessus, on perd l'identité de l'équipe, mais je me dis, heureusement qu'ils n'ont pas mis les manches noires, parce que sinon, avec la Bahreïn, on ne voyait pas la différence des maillots. Vu que la Bahreïn a décidé de mettre du blanc, et sinon, ça aurait fait quasiment avec... Ah bah non, parce qu'ils n'ont pas les manches noires, la Bahreïn. Eh bah non. Non, oui, c'est vrai que non, ça va être compliqué de voir la différence avec la Bahreïn, puisque les deux ont un maillot blanc. Alors, il y a les manches bleues du côté de la Bahreïn. Je pensais qu'ils avaient fait les manches en noir, mais j'ai dû rêver. Non, ça va pas être évident de voir la différence entre ces deux formations. Donc, il va falloir voir. Ça va pas être évident de voir la différence entre ces deux équipes. Et je trouve qu'on perd un peu l'identité, voilà, de la formation avec les. On perd les manches noires. C'est vrai que c'était assez identifiable de UAE, le blanc-noir. Là, on perd un peu ces manches noires, donc c'est un petit peu dommageable, je trouve, de ce côté-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production et surtout pour des présentations d'équipe du côté des Pro Series. Allez, ciao, ciao!